Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi sur Radio J. On ouvre maintenant notre séquence médicale de l'après-midi. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Steve. Sur l'état de la situation sanitaire dans le pays, quelques heures après un nouveau conseil de défense sanitaire, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran donneront une conférence de presse ce soir à 19h. Résumez-nous Serge, l'état de la situation sanitaire dans le pays. La situation peut paraître dramatique si on juge simplement sur les chiffres. Elle est fort heureusement pas corrélée à la situation strictement hospitalière et sanitaire. Le nombre de cas est effrayant. On est au-dessus des 300 000 cas par jour. Un nombre qu'il faudrait peut-être même doubler pour être au plus près de la réalité. Probablement, oui, puisque tout le monde se fait pas tester. Donc on considère que quand il y a 300 000 tests positifs par jour, il y a vraisemblablement 500, 600 000 cas. Mais on teste énormément, ce qu'on n'a pas toujours fait depuis le début de l'épidémie. Alors actuellement, si on reste juste sur les chiffres, on est face à une situation qui est dramatique. Ce qui nous importe, c'est l'occupation hospitalière et en particulier l'occupation des lits de réa. Et on s'aperçoit que ça diminue tout doucement. Alors, ça va encore continuer à augmenter un petit peu parce que Omicron est en train de supplanter le Delta, mais l'a pas totalement remplacé. Et c'est en fait le variant Delta qui envoie les patients à l'hôpital. Prenez un chiffre, Steve, sur hier 450 000 cas positifs. On estime que le Delta représente peut-être 10% ou 8% puisqu'il est en diminution régulière. Il finira par disparaître dans les prochaines semaines. Probablement qu'il va être supplanté par l'Omicron, mais certains spécialistes disaient le Delta n'a peut-être pas dit son dernier mot et qu'il pourrait reprendre. Voilà. On pense, nous, que le Omicron va le remplacer, donc 90% de patients qui seraient Omicron sur 460 000, il reste 46 000 patients qui potentiellement pourraient être infectés par le Delta, qui lui est dangereux. 46 000 patients, même si chaque cas n'amène pas à l'hôpital, vous voyez qu'on peut tout à fait être inquiet. Mais en début de semaine, Gabriel Attal disait vraisemblablement nous ne dépasserons pas la barre des 4000 malades en réanimation. Serge, vous évoquiez à l'instant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui a pris la parole ce midi en expliquant que la France était parvenue à éviter la catastrophe grâce à la stratégie de l'exécutif. Vous partagez donc ce sentiment, surtout si on prend comme critère principal le nombre de nouvelles hospitalisations ? Bien entendu, on a très mal démarré l'épidémie. On a eu des soucis avec les tests, on a eu des soucis avec le vaccin, et puis très vite la campagne vaccinale, grâce au pass sanitaire, monté. On est un des pays qui avons le plus vacciné, et même si ce vaccin nous a légèrement déçu par rapport à l'infection, par rapport à la transmission qu'il ne couvre pas complètement, il est redoutablement efficace sur les formes graves, même si on a eu le sentiment qu'il était peut-être un tout petit peu moins efficace sur l'Omicron que sur le Delta. Avec une stratégie de maintien notamment des commerces et en particulier des écoles ouvertes ces derniers mois. On en parle beaucoup. Est-ce qui distingue probablement le plus la France d'autres pays européens ? Oui. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, il y a une disparité complète, ce qu'a fait remarquer Gabriel Attal dans sa conférence de presse. On prend, nous, l'exemple d'Israël qui est très en avance. On prend l'exemple du Royaume-Uni qui a 15 jours d'avance. Et donc, on peut effectivement regarder. Il y a d'autres pays européens qui, comme l'Allemagne, par exemple, qui sont dans la phase montante et qui imposent des mesures. Et je crois que depuis le début, on a essayé au maximum de protéger les écoles parce que les conséquences de leur fermeture, vous le savez, étaient dramatiques
pour les élèves, et puis sur le plan psychique pour les enfants. On va y revenir tout à l'heure avec vous, Serge. On dit qu'on s'avance maintenant, et c'est déjà le cas en Espagne, mais on dit que ce sera très bientôt le cas en France, qu'on s'avance maintenant vers une phase endémique plutôt que pandémique du coronavirus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une fois que toute la population aura été en contact avec le virus, on a rêvé depuis le début de l'immunité collective. Ça, il faut l'oublier. On ne sait pas si cette notion protège, parce que là, vous voyez, on est à 90-92% de vaccination et ça continue à circuler. Mais là, il y a la circulation active, si vous voulez, dans les écoles, chez les enfants, dans la population, fait que vraisemblablement tout le monde aura été en contact avec le virus, et donc la possibilité de quelque chose de grave ne se produira pas. Une endémie, c'est ce qu'on observe tous les hivers avec les rhumes à répétition qui ne vous protègent pas du rhume de l'année suivante, de la grippe qu'on peut faire et qui est considérée comme une maladie présente mais que tout le monde ne va pas faire. On n'a pas les mesures par rapport à la grippe qu'on prend par rapport à le Covid, le SARS-CoV. Donc s'installe progressivement un processus de normalisation, si j'ose dire, du coronavirus, parmi tous les autres coronavirus qui existent déjà, notamment le rhume. Voilà, il y avait déjà 4-5 coronavirus. On espère qu'il va s'installer sans faire des dégâts. Finalement, l'Omicron, qui nous a fait tellement peur, est peut-être une bénédiction, parce que si on reste dans cette situation, effectivement, il y a un grand nombre de cas, on fait beaucoup de tests, et à un moment donné, une fois que toute la population aura été en contact, je pense que la politique des tests va réduire d'elle-même, bien entendu. Vous disiez presque une bénédiction, évidemment, avec des guillemets. C'est parce que il est beaucoup plus contagieux, certes, mais beaucoup moins létal, beaucoup moins dangereux que le Delta, notamment. Alors, on le savait pas. On l'a appris très très progressivement, mais au début, quand on l'a vu arriver, vous imaginez, rappelez-vous, quelques mois en arrière, quand on est avec 50 000 contaminations par jour, on se dit c'est absolument terrible. Et là, depuis une quinzaine de jours, on est largement à 300, 350 de moyenne, avec 2 pics là depuis 48 heures à 450 000 cas. Alors, le taux d'incidence est particulièrement élevé chez les petits, chez les 0-9 ans. Je crois qu'il est autour des 4 000 pour 100 000 enfants. Quel est l'état des services pédiatriques dans les hôpitaux, justement, Serge ? Alors, chez l'enfant, actuellement, je dirais, on a à peu près 500 gamins, 500 enfants qui sont hospitalisés, et 84, je crois, sur les derniers chiffres, qui étaient en réanimation. Donc, bien évidemment, ça circule énormément, mais les complications chez des enfants qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas donc de facteurs aggravants, sont généralement des affections bénignes. Bien sûr, on a déploré des décès depuis le début, mais ça reste des accidents tout à fait isolés, dramatiques, mais isolés. Serge Rafal, compte tenu de l'état des connaissances sur la vaccination et de ses effets sur les plus jeunes, est-ce que au moment où on se parle, vous conseillerez plutôt la vaccination aux jeunes enfants, ou vous considérez que finalement, compte tenu des signes bénins, des symptômes bénins pour la plupart des enfants en cas de contamination, c'est pas indispensable? Le discours, pour l'instant, il n'y a pas d'unanimité. Vous avez vu que depuis le début de l'épidémie, il n'y avait pas un consensus scientifique sur tous les sujets. Certains de mes invités prônent la vaccination des enfants, l'ont dit à ce micro. Pour les adultes, pour les personnes à risque, indiscutablement, il faut être vacciné. Je suis moi-même vacciné 3 doses dès qu'on a pu le faire, et on se rend compte que on vit beaucoup plus soulagé, beaucoup plus tranquille à partir du moment où on est vacciné. Pour les enfants, il y a des incertitudes. La Société française de pédiatrie n'a pas véritablement donné une
une autorisation. Elle a dit on peut le faire, on s'interrogeait sur le bénéfice individuel des enfants. Vous savez, depuis le début, il y a la circulation. Est-ce que les parents contaminent les enfants? Est-ce que les enfants contaminent? Voilà. Le virus se multiplie chez eux, mais les formes graves ou les formes qui peuvent les amener à l'hôpital, des petites complications, les myocardites, les PIMS dont on a parlé, restent quand même tout à fait exceptionnelles. Donc, pour répondre précisément à votre question, je suis très, très ambivalent. On attend peut-être d'avoir un tout petit peu plus d'informations, même si on se rend compte qu'on essaye de vacciner au maximum pour obtenir cette immunité collective, mais vous voyez que les parents sont quand même très 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 réticents pour vacciner leurs enfants. De manière générale, quels sont les principaux signes, symptômes d'Omicron en comparaison avec ceux notamment du Delta? L'Omicron est une maladie qui est un étage plus haut peut-être que le Delta. Je dirais que c'est un gros rhume avec mal de gorge, avec des éternuements, avec évidemment un petit peu de tout, des sueurs nocturnes qui ont été décrites, toute la transpiration chez les enfants. Donc un gros rhume. Le Delta donnait plutôt, vous voyez, une fièvre un petit peu plus importante, et puis des manifestations pulmonaires et surtout la toux. Et c'est finalement les manifestations pulmonaires qui amenaient en réanimation ou en hospitalisation. Et on a dit justement, on a pu lire cette semaine une étude sur la question, que compte tenu de l'évolution de ces symptômes-là et des caractéristiques propres à l'Omicron, que les tests salivaires étaient d'une certaine manière plus fiables que les tests antigéniques qu'on met dans le nez, qu'on mettait dans le nez, notamment pour le Delta. Est-ce que vous avez des précisions à nous dire? Vous avez raison, vous avez vu l'usage qu'on fait des tests. On pourrait presque faire une hiérarchie, les autotests, les tests antigéniques, les tests PCR, et effectivement on a vu cette étude où les tests salivaires seraient de meilleure qualité. Il y a même une autre étude qui a montré que des bains de bouche, vous voyez, avec des bains de bouche avec des solutions antiseptiques pouvaient aider, pouvaient négativer. Je ne dis pas que c'est efficace sur l'Omicron, mais là on parle sur la négativation des tests. Sur la politique des tests de manière générale, et c'est que infini parfois devant certaines pharmacies, est-ce que vous considérez que compte tenu de cette situation, de l'évolution aussi de la croissance épidémique, il va falloir réfléchir au niveau de l'exécutif et des autorités sanitaires de manière générale à faire évoluer le dispositif de test? Bien entendu. La politique des tests va s'arrêter, je dirais, à partir du moment où ils n'ont plus un intérêt particulier, où toute la population aura été contaminée. On ne fait pas de tests pour la grippe. C'est pour quand? C'est pour dans un mois, dans 2 mois? Oui, on n'est pas tout à fait à la fin de cette épidémie. On l'a annoncé. Je pense que le pic est prévu pour la fin du mois, mais on approche. Et à partir du moment où on envisage que la maladie puisse devenir épidémique et sorte de la définition stricte de la pandémie, bien entendu, les tests d'eux-mêmes vont être abandonnés. On les fera de façon tout à fait exceptionnelle. Qui continuera à être testé ? Peut-être des personnes fragiles, des personnes avec des pathologies qui sont des pathologies où on n'a pas un diagnostic qui est un diagnostic évident. Vous savez, moi j'exerce quand même depuis très très longtemps. On a toujours vécu avec la grippe. On faisait pas faire en ville des examens particuliers pour la grippe, qui est quand même une maladie qui envoie 2000 patients par an en réanimation et qui est responsable de 8000, 9000, 10 000 décès. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, docteur Serge Rafal, de la conjonction dans les semaines à venir de ce coronavirus et cette souche Omicron et de la grippe On l'a pensé, Steve, vous avez raison de poser la question. Au moment où Omicron montait de façon linéaire, les courbes étaient des courbes verticales et on se disait les réanimations vont dépasser ce qu'on a connu en 2020. Fort heureusement, il y a une décorrélation complète entre ces courbes très très impressionnantes et les malades qui finalement justifiaient soit de soins critiques et de réanimation. Et donc on est
là quand même rassuré. Je vous donnais comme chiffre 2000 malades en moyenne, je dirais. On a les chiffres de 2019. Il y a à peu près 2000 patients qui ont été hospitalisés pour une grippe. Là, actuellement, vous voyez, en réanimation, on a 3800 patients. On a encore une marge de manœuvre parce que l'épidémie de grippe est en train de démarrer. Le maximum sera dans quelques mois et dans quelques semaines peut-être. Et Omicron va descendre tout doucement. Est-ce que vous conseillez néanmoins de se faire vacciner contre la grippe dans les prochains jours ou les prochaines semaines ? Oui, je pense que c'est totalement indispensable. Là aussi, c'était réservé autrefois aux personnes à risque. Là, face à une épidémie qui peut poser des problèmes diagnostiques. Tout à l'heure, vous me demandiez la différence entre une infection à Omicron, une infection à Delta, le tableau grippal, qui est plus avec de la fièvre, des courbatures, un tas de fatigue. Enfin, bon, ce qu'on connaissait, nous, de la grippe, c'est pas la peine de rajouter la possibilité ou le risque de se retrouver en réanimation. Je pense que le vaccin contre la grippe, c'est évidemment pas un vaccin ARN, c'est pas un vaccin qui est aussi efficace sur les formes graves ou enfin sur la grippe. Et d'ailleurs, avant cette épidémie de SARS-CoV, même le corps médical se vaccinait, je dirais, de façon aléatoire et fantaisiste contre la grippe. On n'avait pas conscience du danger tel que peut représenter ou tel qu'autrefois pouvait représenter une infection virale. On pensait vraiment être complètement à l'abri. Donc tout le monde peut aller se faire vacciner en prenant rendez-vous chez son médecin généraliste. Oui, je crois qu'on a prolongé. Donc les personnes d'un certain âge ont obtenu un papier pour aller se faire vacciner. On peut se faire vacciner en pharmacie, par exemple ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Les pharmaciens le font en cabinet médical. Et là, avec le vaccin contre la grippe, on n'a pas les problèmes de conservation et les problèmes que pose le vaccin, soit le Pfizer, soit le Moderna tel qu'il nous arrive dans les cabinets. Serge, le pass vaccinal va remplacer le pass sanitaire. En tant que médecin, est-ce que vous jugez cette évolution nécessaire, indispensable, utile ? Vous savez comme moi, le débat qui oppose, moi j'interviens plutôt comme médecin que comme politique, mais la discussion est réelle sur l'intérêt du pass vaccinal. Vous voyez, on va l'imposer au moment où les réanimations vont se vider. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. On attend ce que diront ce soir le Premier ministre et le ministre de la Santé. Mais l'épidémie va descendre tout doucement. D'un seul coup, revenir sur le pass vaccinal, ça serait donner probablement raison à tous ceux qui étaient contre la vaccination pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Mais c'est pas une protection qui est une protection absolue. Vous voyez, c'est intéressant si le vaccin avait protégé de l'infection, de la transmission et des formes graves. Pour l'instant, il protège surtout des formes graves. Donc, est-ce que c'est déjà pas suffisant de protéger contre les formes graves ? C'est important, vous posez, c'est tout le problème de cette épidémie, et certains d'ailleurs l'avaient qualifiée de syndémie. Vous voyez, c'est pas une pandémie, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'attaque de façon élective à une certaine cible. On s'est aperçu que c'était les personnes âgées, on s'est aperçu que c'était les personnes immunodéprimées, et pouvait se poser la question de vacciner l'ensemble de la population contre une maladie qui finalement est grevée de 0,5% maximum de complications. Mais enfin, au total, il y a quand même 125 000 décès depuis le début de l'épidémie. Serge, on a lu avec attention ces derniers jours les études publiées en Israël sur les effets de la 4e dose, effets un peu décevants, disent les observateurs et les experts sanitaires. Certains effets sont positifs, mais on attendait beaucoup plus de cette 4e dose de vaccin. Quels enseignements vous en tirez ? Nous, on copie depuis le début ce que font les Israéliens. On a souvent interrogé, vous avez vous-même souvent interrogé Cyril Cohen sur la 4e dose. Vous voyez les difficultés qu'on a eues pour faire un rappel déjà pour la
simplement la 3e dose. Là, on a eu le sentiment que vraiment la 3e dose était vraiment très très efficace. Et là, j'encourage les patients qui ont eu juste 2 doses à effectivement faire le boost, parce qu'il y a une grosse différence entre. Et à ceux qui disent a priori, les chances sont importantes d'être infectés dans les prochaines semaines. Du coup, l'intérêt n'est pas évident d'aller se faire vacciner. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds qu'on est face à une maladie qui a choisi ses victimes ou qui a choisi ses cibles. Donc, les personnes qui sont d'un certain âge, comme je peux l'être moi, les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui ont des comorbidités, une hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, voilà, elles devraient absolument et totalement être vaccinées. La question se posait sur la vaccination à l'ensemble de la population. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, je pense que faut se garder, faut essayer de revenir Est-ce qu'on peut être un peu optimiste ? À du bon sens. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, on peut être optimiste. J'ai essayé à ce micro de le faire dire à un certain nombre de mes invités. On sentait que c'était du bout des lèvres. Mais là, on a l'impression que peut-être l'Omicron va servir de paratonnerre, va protéger, et que à moins d'un variant qui arriverait, parce que le reste du monde n'est pas vacciné, on peut être optimiste, d'autant que le printemps, le mois de mars, c'est une période qui est une période voilà, où généralement voilà, les affections virales vont diminuer, et je pense qu'on a quelques journées devant nous, et que peut-être depuis le début on disait on sortira de cette épidémie en 2021, en 2022, en 2023. On sait que ces épidémies-là au maximum évoluent sur 5 ans. On est déjà à 2 ans et demi, et là on a quelques clignotants verts qui se sont allumés. Ils sont plutôt de bon augure. Et on termine avec cette note d'optimisme. Merci beaucoup Serge Rafal. Refoua, c'est à réécouter en podcast sur radioj.fr. On vous retrouvera jeudi prochain, cher Serge.